Forcément été abordé ce matin et dont on va parler. Et pour ça, j'appelle, c'est le droit, et j'appelle Michel Rouget, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, fondateur et président de l'Institut Présage, un think tank indépendant, et Christine Ferral-Schul, avocate associée au barreau de Paris, ancienne bâtonnier de Paris. Merci de me rejoindre sur ce plateau spécial des Rendez-vous du futur. Donc je vous rappelle le principe. C'est très spécial, c'est événementiel, c'est pendant le forum Changer d'air. Ici, nous sommes en public à la Cité des Sciences et de l'Industrie. En parallèle, il y a deux autres ateliers qui sont proposés. Un atelier avec le Digital Society Forum d'Orange et un atelier avec la société Matkaline de Vincent Cespedes. Voilà, et ici, nous multiplions les regards. Parlons du droit. Merci de jouer le jeu du petit dialogue. Avant de commencer à parler du thème, je vais d'abord juste rappeler le thème de ce dialogue, le code grand oublié du clic et du cloud. Il y a quand même 3 mots-clés, et là je me tourne vers vous, Michel Rouget. Est-ce qu'on pourrait définir, en peu de mots, mais quand même en quelques mots, ce que vous entendez par code, clic, cloud ? Le code, pour moi, c'est les années 30, quand mon grand-père me dit qu'il faut, pour être un bon citoyen, connaître les lois. Le clic, c'est les années 80, je suis grand-père à mon tour, je suis citoyen, mais je suis assujetti aux 50 codes que l'administration a fabriqués en 50 ans. Le clic, évidemment, débouche sur le cloud, cette espèce de gigantesque cumulonimbus de la maison Google, dans lequel je suis devenu une simple data, particule élémentaire du nuage, dans lequel il est normal que je finisse, puisque les clics que j'ai fait pendant 30 ans dans le brouillard, en mettant la petite croix de l'illettré dans la case de conditions générales auxquelles je ne comprenais rien, il est donc normal que tous ces clics m'aient emmené dans le cloud. Merci pour cette explication brillante sur ces trois mots clés. Alors je me tourne à la fois vers vous deux, peut-être vers vous d'abord, Christine Ferral-Schul. On est dans une démocratie qui a beaucoup changé. Carlos Moreno parlait de rupture. La place du droit, on a l'impression elle est mouvante, on a tendance à l'oublier. Comment cette démocratie qu'on dit participative peut vraiment trouver une vraie place participative ? Comment y arriver là-dedans ? Sachant qu'il y a de plus en plus de discours complètement démagogiques aussi qu'on peut entendre partout. Alors tout à l'heure, on évoquait le code. Dans le code, il y a forcément la loi. Et on voit bien que dans la démarche de la démocratie participative, on essaie aujourd'hui de s'orienter vers les lois participatives. Construire une loi avec l'adhésion des citoyens, avec les commentaires, les propositions. Et on vient d'en vivre l'expérience avec la loi sur la République numérique. Alors c'est toujours la même chose, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est bien sûr cette force d'expression du citoyen qui peut apporter sa contribution pour construire ce qui doit ressembler à ce qu'il attend. Et puis l'inconvénient, c'est évidemment le fait qu'on va réduire, on va déshabiller et que le curseur risque de descendre au niveau du dénominateur le plus commun avec cette perte de substance. On l'a aussi vécu avec la loi sur la République numérique. Et alors on le voit, on va en parler tout à l'heure avec Benjamin Desgachons, qui est le patron de Change ici en France. Il y a de plus en plus de pétitions. On a l'impression que c'est le nouvel outil à la mode pour les médias. Il y avait le sondage, ils ont toujours les sondages. On en parlera avec BVA tout à l'heure, tiens. Et il y a aussi désormais la pétition. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives qui peuvent facilement arriver, justement à force de dire que tout est possibilité de faire tomber quelque chose, en gros ? Il y a surtout, à mon avis, le risque de freiner et d'empêcher finalement le système de se mettre en place. En fait, dans la pétition qui se met en ligne, comme toujours, l'expression d'un certain nombre de personnes. La question est toujours de savoir
combien ils représentent réellement, combien ces personnes représentent finalement 2 citoyens impliqués. La force de l'Internet, c'est cette liberté d'expression. C'est le fait que ce qui a longtemps été réservé à la presse, il ne faut pas oublier que la loi de 1881, c'est la loi sur la presse. Cette loi, aujourd'hui, bénéficie à chaque individu qui peut se positionner comme pouvant s'exprimer et pouvant faire valoir son point de vue. Sauf que c'est souvent une minorité qui va s'emparer de ce pouvoir pour s'exprimer. Et c'est là que l'on arrive à un risque de dérive. Et je reviens toujours à l'avantage, l'inconvénient, parce que c'est, je pense, comme ça qu'il faut analyser les choses. L'avantage, c'est de porter la parole, de permettre cette expression forte. L'inconvénient, c'est le risque de paralysie. Et vous parliez de liberté de la presse, de la place des médias. Michel Rouget, j'ai envie de vous interroger sur le lanceur d'alerte. On en parle beaucoup aussi, le lanceur d'alerte. Et finalement, c'est quoi un lanceur d'alerte, d'abord? Parce qu'un lanceur d'alerte, c'est à la fois Snowden. Donc là, on a les scandales les plus incroyables qui arrivent. Mais on a l'impression que le lanceur d'alerte, c'est aussi n'importe quel citoyen qui peut révéler un problème. Alors après, ça ouvre plein d'autres débats. Comment protéger le lanceur d'alerte? C'est quoi un lanceur d'alerte pour vous, Michel Rouget? Si on le savait, vous ne me poseriez pas la question. C'est une bonne réponse. Ça me ramène à une réflexion, une histoire familiale dans laquelle ma grand-mère était en train de manger une feuille de salade dans laquelle il y avait une limace. Et il y a un de ses petits-enfants qui a essayé de lui dire, il a joué les lanceurs d'alerte, il s'est pris une baffe, et évidemment, elle a mangé la limace avec la feuille de salade. Aujourd'hui, dans la plupart des cas étudiés, c'est ça. Voilà. Je ne vais pas au-delà. Je crois que c'est suffisamment explicatif. Il y a parfois des énormes limaces, pour le coup. Mais effectivement, c'est une dérive. Oui, vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur cette histoire de limaces? De lanceurs d'alerte. De lanceurs d'alerte, d'abord. De lanceurs d'alerte, parce que l'expérience a montré que les lanceurs d'alerte avaient fait, dans certains cas, de très bonnes démonstrations. Nous avons le cas de Snowden. Le Mediator. La question, à mon avis, n'est pas tellement le lanceur d'alerte que la manière dont cette alerte est exploitée ensuite. Je pars du principe qu'il y a toujours un danger important et que la réparation du préjudice, surtout aujourd'hui sur Internet, n'est pas possible. Donc, oui pour les lanceurs d'alerte, mais attention, je pense qu'il ne faut pas que les médias s'emparent de l'alerte elle-même. Cela doit passer par un prisme, cela doit passer par éventuellement une autorité indépendante. Il doit y avoir un moyen à la fois de protéger le lanceur d'alerte, mais aussi de protéger les éventuelles victimes du lancement d'alerte qui ne serait pas bien fondé. Et nous le savons, parce que nous savons très bien que les intentions peuvent être bonnes, elles ne le sont pas toujours. Et ici, il y a un devoir d'équilibre. Et on arrive du coup évidemment sur le terrain de la vie privée, pour le coup, parce que si le lanceur de limaces, le petit lanceur d'alerte, se sert de cette espèce de statut pour balancer n'importe qui, on arrive du coup à n'importe quoi. Et surtout, derrière, où est la vie privée? Où est le respect de la vie privée? Comment... Est-ce qu'elle existe encore, la vie privée, à l'heure de l'Internet? Oui, la question, c'est où est le droit? Ouais. Le droit, c'est ce qui conduit à l'équilibre entre les lois qui libèrent et les lois qui contraignent. On est dans une période qui justifie d'ailleurs ce forum, au cours de laquelle l'administration qui contraint, je l'ai évoqué, a remplacé le droit par des règlements. Il faut, pour le lanceur d'alerte, d'abord éviter de mettre des limaces dans la salade, c'est évident, mais il faut des lois pour, cela ce sont des lois qui libéreront, et en même temps, il faut tolérer, comme le dit ma voisine, que le lanceur d'alerte est une protection, mais j'en reviens à ce qu'a dit
M. Comte-Sponville ce matin, il ne peut pas y avoir d'autonomie du lanceur d'alerte s'il n'y a pas en même temps de responsabilité sur les conséquences de ce qu'il a fait. Donc la loi libère, la loi contraint. Il faut qu'on le réapprenne. On l'a perdu dans notre sens commun, ce qui justifie le forum Changer d'air. Et il ne faut pas toujours tomber dans cette offre pléthorique qu'on a dans les médias de transparence absolue. On dit toujours transparence. Je dis ça comme si c'était une affirmation, c'est en même temps une question. Sur la vie privée, vous noterez qu'il n'y a aucune définition juridique de la vie privée. Le principe de la protection de la vie privée existe dans notre loi, dans toutes les lois, dans des textes internationaux, mais vous n'avez aucune définition. Et la vie privée a évolué. La notion de vie privée du Moyen-Âge n'a rien à voir avec la notion de vie privée aujourd'hui. On s'autorisait des choses qu'on n'autorise plus aujourd'hui. La reine de France, elle a couché en public. Donc, cette notion-là est à géométrie variable. Donc, il y a une dimension très subjective. Et vous ajoutez à cela, et cela a été très bien exprimé par le fondateur de Facebook, aujourd'hui, il y a une norme sociale, il y a une nouvelle norme sociale, et l'individu n'appréhende pas sa propre vie privée de la même manière. La petite fille que j'étais, on lui offrait, vous savez, les cahiers de souvenirs avec un petit cadenas, on partageait ça avec sa meilleure amie, et encore, aujourd'hui, la même petite fille, elle a Facebook et elle va déballer toute sa vie privée sur Facebook. C'est important pour comprendre et appréhender cette notion de vie privée et ce qu'est la protection de vie privée. Mais il ne faut pas perdre de vue deux choses, Internet, mémoire d'éléphant, et Internet, préjudice irréparable. Et sur ce terrain-là, nous en avons plein de démonstrations tous les jours dans la presse. Juste un dernier point, le temps nous manque évidemment, malheureusement. Un dernier point, est-ce qu'il y a une spécificité du droit français ? Là, on parle, je fais juste une petite allusion à TAFTA par exemple, des grands accords internationaux. Les États, on sait, à un moment peut-être qu'on ne sait plus vraiment à quoi ça servira. Est-ce que le droit français continuera, s'il en a, à conserver ses spécificités, ou le droit français peut s'internationaliser extrêmement facilement, comme c'est sans doute le cas d'ailleurs dans le droit du commerce, j'imagine ? Il s'agit du droit comme il s'agit de la vie privée. On a conscience de sa vie privée lorsqu'on en est privé. On aura conscience du droit lorsqu'on en sera privé, du droit français. C'est un peu ce que j'avais voulu dire dans ma définition des trois mots. Je crois que ça suffit. Et quand nous avons échangé par mail avant ce débat, vous parliez de renaissance du droit. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est engager le processus à très long terme qui nous permettra de retrouver le droit, comme j'ai essayé de le définir, élément qui équilibre la loi qui contraint et la loi qui libère. Puisque nous sommes dans le temple des sciences et des scientifiques, j'implorerai volontiers en conclusion la grande prêtresse pour lui demander qu'elle nous évite la fabrication d'un code de vie, de super-vie, qui est en route et qui me priverait du seul élément qui me reste pour ressembler à un être humain, c'est le rire. On retrouvera le droit quand on aura retrouvé le goût du rire, pas de la dérision. Un dernier mot, Christine Ferral-Schul ? L'influence du droit français, vous l'avez, notamment par exemple avec la loi informatique et liberté. N'oublions pas que le droit français influence au plan de l'Union européenne. C'est un droit qui résiste très bien sur l'Internet. Personnellement, je suis je pense qu'il y a trop de lois, qu'on fabrique trop de lois et qui sont très vite dépassées. Mais quand vous revenez aux principes fondateurs du droit, notamment notre Code civil, eh bien, on mesure
sa capacité à résister. Et je voudrais juste donner un exemple pour ça, c'est que nous avons créé l'exception de copie privée. Vous savez, c'est la possibilité de recopier pour un usage privé des éléments protégés par le droit d'auteur. Cette exception a été créée dans un environnement analogique, confronté au numérique. La question a été, mais est-ce qu'on a toujours une copie privée? Est-ce qu'on n'est pas passé de la copie privée au clone? Et c'était ça le problème, c'est qu'on ne pouvait plus différencier l'original de la copie. Vous mélangez les deux et vous ne les retrouvez pas. Il a fallu 15 années de jurisprudence pour finalement dire, mais oui, l'exception de copie privée existe toujours. Donc oui, le droit, et le droit français en particulier, a cette formidable capacité de résistance. Mais si je peux ajouter un mot, ce qui est important, ce sont les principes fondateurs. Et ces principes, eh bien, ils ne peuvent que résister. Et si la loi informatique et liberté que j'ai évoquée résiste aussi bien, eh bien, c'est précisément parce que cela n'a pas vieilli. Cela résiste en toutes circonstances. Et vous verrez que toutes les règles fondamentales du droit résistent très bien. En revanche, il faudrait peut-être un permis de conduire sur Internet pour les internautes. C'est bien de terminer par une grande ouverture comme ça. Merci beaucoup, Christine Ferrachul. Merci, Michel Rouget. Nous allons passer maintenant...